pharmacie genre ouverte pour que je puisse avoir mon rendez-vous en fait. Enfin, adorable, vraiment. Gros cœur. De toute façon cette pharmacie c'est tout le temps la même où je vais, c'est des amours, bref on s'en fout. Et je suis allée voir un médecin, il m'a prescrit un arrêt parce que autrement je consulte pas de médecin quand je suis malade. Genre quand je suis malade, je prends pas de médicaments. Et pour vous dire, ça fait 3 ans, que je suis en alternance. Je vous raconte encore ma vie. J'ai posé que c'est mon 3e arrêt. Vous allez dire un par an, ça fait quand même beaucoup, mais non, parce que le premier c'était quand c'était la folie du Covid et que quand on était positif on était obligé d'être en arrêt. C'était le truc avec les cas contacts et tout, enfin bref, donc c'était ça. Et deuxième, c'est quand je me suis fait opérer de mon kyste. Donc là on est un petit peu obligé. Mais je vous jure, j'ai tellement culpabilisé de, entre guillemets, prendre un arrêt juste pour une gastro. Mais je vous jure, j'étais dans un mal pas possible. On va pas mettre le feu au micro, ce serait un peu con. Alors, c'est une bougie qui crépite. J'ai oublié de vous dire, donc j'espère que... Mais de toute façon, vous pouvez pas me donner votre avis. Moi perso, j'adore. J'espère que ça ne va pas vous déplaire. Où est-ce que je vais la mettre pour que vous l'entendiez pas que dans une oreille? Je vais la mettre là, mais j'ai l'impression que c'est désagréable. Je vais la mettre plus loin, sinon. J'ai changé les petits trucs de ma Kindle, elle est trop choupi. Vous avez toujours le gros plan sur les fesses de mon bébé champignon. C'est hilarant. Là, je suis partie dans le thème bleu. C'est trop choupi, genre. Donc, je vais vous lire La femme de ménage voit tout parce que pour l'instant, c'est le seul livre que j'ai sur la Kindle. Je vais vous lire peut-être prologue et premier chapitre. J'ai attendu là aujourd'hui vraiment que le frigo s'arrête et j'ai filmé dès qu'il s'est arrêté. Donc je vais filmer jusqu'à ce qu'il se... Voilà, je pense que j'ai peut-être 20-30 minutes, j'en sais rien du tout. Ok, c'est parti. Il y a du sang partout. Je n'ai jamais vu autant de sang. Il imbibe le tapis crème, s'infiltre dans le parquet autour, mouchette les pieds en chaîne de la table basse. Des gouttes ovales parfaites ont même atteint le cuir pâle de l'assise du canapé et de larges ruisseaux dégoulinent le long du mur en albâtre. C'est sans fin. Si je cherche bien, est-ce que je vais aussi trouver des taches de sang sur la voiture au garage, sur les brins d'herbe de la pelouse, dans le supermarché à l'autre bout de la ville? Mais le pire de tout, c'est que j'en ai partout sur les mains. Quel bazar, malgré le peu de temps dont je dispose. Ça me démange de tout laver. Quand il y a une tache, surtout sur la moquette, on m'a appris qu'il fallait la nettoyer rapidement, avant qu'elle ne s'incruste. Une fois sèche, la tache devient impossible à enlever. Malheureusement, j'aurais beau frotter, ça ne changera rien pour le cadavre qui gît au beau milieu de cette mare de sang. J'évalue la situation. D'accord, c'est grave. Mes empreintes digitales dans la maison, ça, on s'y attend. Dans le vermillon incrusté sous mes ongles et dans les sillons de mes pommes, ça sera moins facile à expliquer. Quant à la tache qui s'assombrit sur le devant de mon chemisier, ce n'est pas non plus le genre de choses que je peux négliger. Je suis dans un sacré pétrin. Enfin, si quelqu'un m'attrape. J'inspecte mes mains, pesant le pour et le contre, laver le sang ou me tirer d'ici vite fait. Si je me lave les mains, je perdrai de précieuses secondes pendant lesquelles je pourrais me faire prendre. Si je pars immédiatement, je vais sortir avec du sang partout et embarbouiller tout ce que je toucherai. Et puis la sonnette de la porte d'entrée retentit. Le carillon résonne dans toute la maison. Je me fige, n'osant même plus respirer. Oh oui, lance une voix familière. S'il te plaît, pars
suis pas du genre à prier, mais à ce stade, je suis prête à me mettre à genoux. Enfin, je le ferai si je ne risquais pas de me mettre du sang plein les genoux. Le visiteur a dû conclure qu'il n'y avait personne à la maison. Personne ne sonne jamais plus de 2 fois chez quelqu'un. Pourtant, juste au moment où je commence à penser avoir échappé au danger, la poignée de la porte remue, puis elle commence à tourner. Oh non, la porte n'est pas fermée à clé. Dans 5 secondes environ, la personne qui frappe sera à l'intérieur. Elle entrera dans le salon, puis elle verra ça. Je n'ai plus le choix, je dois m'enfuir illico. Je n'ai pas le temps de me laver les mains, pas le temps de m'inquiéter des traces de pas sanglantes que je pourrais laisser derrière moi. Je dois me tailler d'ici. J'espère seulement que personne ne remontera jusqu'à moi. 3 mois plus tôt. J'adore cette maison. J'adore tout dans cette maison. La cour de devant, immense, et le jardin à l'arrière, encore plus immense, même si les deux sont couverts d'une pelouse qui tend dangereusement vers le marron. J'aime le salon, si grand que des tas de meubles y trouvent leur place au lieu d'un seul petit canapé et d'un téléviseur. J'aime les baies vitrées qui ouvrent sur le quartier, dont j'ai lu récemment dans un magazine qu'il était situé dans l'une des meilleures villes où élever un enfant. Et surtout, j'aime qu'elle soit à moi. Le 14 Locust Street m'appartient. 8 bons d'accord, 30 ans de remboursement bancaire et il sera à moi. En laissant courir mes doigts sur le mur de notre nouveau salon, je ne peux m'empêcher de penser à la chance que j'ai, puis d'approcher mon visage pour admirer le papier peint, à fleurs fraîchement posées. Maman embrasse encore la maison, couine une fois derrière moi. Je m'écarte aussitôt du mur, même si ce n'est pas comme si mon fils de 9 ans m'avait surprise avec un amant secret. Je n'ai pas honte de mon amour pour cette maison. Je voudrais le crier au monde entier. Nous avons un toit-terrasse extraordinaire. J'adore cette maison. Tu ne devrais pas être en train de déballer tes affaires, je lui lance. Les cartons et les meubles de Nico ont tous été déposés dans sa chambre. Il est donc censé les déballer, au lieu de quoi il lance et relance une balle de baseball contre le mur. Mon beau mur tapissé de fleurs. Il la rattrape. Nous vivons dans cette maison depuis moins de 5 minutes et il est déjà déterminé à la détruire. Je peux le voir dans ses yeux marron foncé. Ce n'est pas que je n'aime pas mon fils par-dessus tout. Placé dans l'une de ces situations hypothétiques où je devrais choisir entre la vie de Nico et la maison, bien sûr que je choisirai Nico, sans l'ombre d'un doute. Je dis simplement que s'il fait quoi que ce soit qui nuise à cette maison, il sera privé de sortie jusqu'à ce qu'il soit en âge de se raser. Je déballerai mes affaires demain, réplique-t-il. Sa philosophie de vie revient, de manière générale, à tout remettre au lendemain. Ou maintenant, je suggère. Nico lance la balle en l'air ou elle effleure le plafond. À peine. Si nous avions quoi que ce soit de précieux dans cette demeure, je serais en train de faire une crise cardiaque. Plus tard, insiste-t-il. Comprenez, jamais. Je jette un coup d'œil dans la cage d'escalier. Oui, nous avons un escalier, un véritable escalier. Alors certes, il grince à chaque marche et si on met tout son poids sur la rampe, il y a une chance pour qu'elle se décèle. Mais nous avons un escalier qui mène à un autre étage, le premier étage de la maison. C'est à ça qu'on voit que j'ai vécu bien trop longtemps à New York. J'ai hésité à revenir à Long Island après ce qui s'est passé la dernière fois que j'y ai vécu, mais ça remonte à près de 20 ans, donc ça date sacrément. Ada, je lance vers le haut de l'escalier. Ada, tu peux venir. Quelques instants plus tard, l'épaisse chevelure noire ondulée de ma fille de 11 ans apparaît dans la cage d'escalier, et ses yeux sombres, très sombres, me regardent fixement. Ils sont de la même couleur que ceux de Nico, un legs de leur père. Contrairement à son frère, Ada a bien évidemment déjà déballé ses affaires. Elle est le genre d'enfant à ne rapporter que des A de l'école. Le genre qui fait ses devoirs sans qu'on lui dise. Une semaine avant la date prévue. Ada, tu as bientôt fini de déballer tes cartons. À peu près. Et voilà. Tu penses que tu pourrais aider Nico avec les siens? Ada acquiesce sans hésiter. Bien sûr. Viens, Nico. Mon cas dévoie immédiatement dans la proposition l'occasion inespérée de faire la majeure partie du travail à sa sœur. D'accord, accepte-t-il joyeusement. Et comme ça, il cesse enfin de me terroriser avec sa balle de baseball et monte les marches 2 à 2 pour rejoindre Ada dans sa chambre. Je m'apprête à recommander à ma fille de ne pas faire tout le travail à la place de son frère, mais c'est peine perdue.
celui-ci. Je ne pensais pas que nous avions la moindre chance de l'emporter sur cet ancien corps de ferme si pittoresque dans une ville où les écoles publiques sont aussi cotées. J'ai presque pleuré de joie lorsque notre agent immobilier m'a appelé pour m'annoncer que la maison était à nous, à 10% moins cher que le prix demandé. L'univers a dû décider que nous méritions un peu de chance. Je jette un coup d'œil par la fenêtre au camion de déménagement garé dans la rue de la maison, devant la maison. Nous vivons dans un petit cul-de-sac avec 2 autres maisons, et en face je distingue la silhouette d'une personne à sa fenêtre. Nos nouveaux voisins, je suppose. J'espère qu'ils sont sympathiques. Un claquement sourd retentit à l'intérieur du camion, et je vais aussitôt ouvrir la porte d'entrée pour voir ce qui se passe. Je sors juste au moment où mon mari s'extirpe du camion avec l'un de ses amis qui a accepté de nous aider pour le déménagement. Je voulais engager une entreprise, mais il a insisté. Il réussirait à se débrouiller avec l'aide de ses amis. Et je dois admettre que nous devons surveiller nos dépenses au centime près, si nous voulons rembourser notre emprunt. Même à 10% de moins que le prix indiqué, même à 10% de moins que le prix demandé, la maison de nos rêves n'était pas bon marché. T-shirt collé à son torse par la sueur, mon mari transporte une moitié du canapé de notre salon. Je grimace parce que la quarantaine venue, la dernière chose dont il a besoin, c'est de se bloquer le dos. Je lui ai fait part de cette inquiétude lorsque nous organisions le déménagement, et il a réagi comme si c'était la remarque la plus ridicule qu'il ait jamais entendue. Pourtant moi, je me bloque le dos toutes les 2 semaines, et pas en soulevant un canapé, plutôt en éternuant. Enzo, fais attention s'il te plaît. Il lève les yeux vers moi, et quand il sourit, je fonds. Est-ce que c'est normal? Est-ce que d'autres femmes mariées au même homme depuis plus de 11 ans ont encore parfois les genoux qui flageolent en le regardant? Non, que moi. Bon, enfin, ce n'est pas tout le temps, hein. N'empêche, il m'attire toujours autant, et le fait qu'il devienne plus sexy chaque année, ne me demandez pas comment c'est possible, pendant que moi je prends juste 1 an de plus, n'est pas pour me déplaire. Je fais attention, insiste-t-il. En plus, ce canapé, il est tout léger, il pèse presque rien. Remarque qui lui vaut un coup d'œil exaspéré de la part du gars qui porte l'autre bout du canapé, tout léger. Il faut reconnaître que ce n'est effectivement pas un meuble de style massif. Nous l'avons acheté chez Ikea, ce qui est déjà un progrès par rapport au canapé précédent que nous avions récupéré sur le trottoir. Enzo avait une théorie selon laquelle tous les meilleurs meubles atterrissaient sur le trottoir devant notre appartement. Nous avons un peu évolué depuis, je l'espère. Alors qu'Enzo et son ami rentrent le canapé dans notre belle maison, je lève de nouveau les yeux vers celle d'en face, le 13 Locust Street. Il y a encore quelqu'un qui m'observe par la fenêtre. L'intérieur de la bâtisse est plongé dans l'obscurité. Je ne vois donc pas grand-chose, mais cette silhouette est toujours à la fenêtre. Quelqu'un nous surveille. Rien d'inquiétant à ça, cependant les habitants de cette maison sont nos nouveaux voisins et je suis sûre qu'ils sont curieux de savoir qui nous sommes. Chaque fois que je voyais un camion de déménagement devant notre immeuble, je me plantais devant la fenêtre pour voir qui emménageait. Et Enzo riait en me disant d'arrêter d'espionner et d'aller plutôt me présenter. C'est la différence entre lui et moi. Ce n'est pas la seule différence. Désireuse de changer mes habitudes et de me montrer plus liante, à l'instar de mon mari, je lève une main pour saluer la silhouette. Autant faire connaissance avec mon nouveau voisin du 13 Locust Street. Sauf que la personne à la fenêtre ne répond pas à mon signe de la main. Non, les persiennes se ferment brusquement et la silhouette disparaît. Bienvenue dans le quartier. Chapitre 2. Enzo apporte les derniers cartons pendant que je me tiens sur notre pelouse clairsemée, différant le déballage au profit d'une rêverie sur l'aspect futur de la pelouse quand mon mari lui aura redonné un coup de jeune. Enzo est un magicien des pelouses, c'est d'ailleurs un peu comme ça que nous nous sommes rencontrés. Celle-ci a presque l'air d'une cause perdue avec ses parcelles marronasses et sa terre friable, mais je sais que d'ici 1 an nous aurons la plus belle pelouse de l'impasse. Je suis perdue dans ma rêverie lorsque la porte de la maison voisine de la nôtre, le 12 Locust Street, s'ouvre à la volée. Une femme au carré dégradé couleur caramel en sort, vêtue d'un chemisier blanc ajusté et d'une jupe rouge, de hauts talons aiguilles qui pourraient servir à crever l'œil de quelqu'un.
voisine snobinarde. Et donc, vous travaillez, Mélie, me demande Suzette, ses yeux bleu-vert désormais fixés sur mon visage. Je suis assistante sociale, je réponds avec une pointe de fierté. Même si j'exerce ce métier depuis de nombreuses années, je suis toujours fière de ma carrière. Oui, ça peut être épuisant, déchirant parfois, et le salaire n'a rien d'affolant, mais je l'aime toujours autant. Et vous, j'ajoute. Je suis agent immobilier, m'informe-t-elle avec tout autant de fierté. Ah, voilà qui explique la façon dont elle insulte notre maison dans son jargon immobilier. Le marché est en plein boom, précise-t-elle. Ça pour le coup, c'est vrai. Il me vient à l'esprit soudain que Suzette n'a pas été impliquée dans la vente de cette maison. Si elle est agent immobilier, comment se fait-il que ses voisins ne l'aient pas missionné pour vendre leur propriété? Enzo sort du camion, chargé d'autres cartons, son t-shirt toujours collé au torse et ses cheveux noirs humides. Je me revois remplir l'un de ces cartons de livres et m'inquiéter qu'il ne soit trop lourd. Et voilà que non seulement mon mari le porte, mais il en a chargé un autre par-dessus. J'ai mal au dos rien qu'à le regarder. Suzette aussi le contemple. Elle suit sa progression depuis le camion de déménagement jusqu'à notre porte d'entrée, un sourire de plus en plus large aux lèvres. Votre déménageur est carrément sexy, commente-t-elle. En fait, c'est mon mari. Elle en reste couate, mais t'as vu qu'elle a meilleure opinion de lui que de la maison. Sérieusement. Enzo a déposé les cartons dans le salon et il ressort pour un nouveau voyage. Où trouve-t-il cette énergie? Avant qu'il n'atteigne le camion, je lui fais signe. Enzo, viens que je te présente notre nouvelle voisine, Suzette, laquelle se dépêche de tirer sur son chemisier et coince une mèche de cheveux caramel derrière son oreille. Si elle avait pu, je suis presque sûre qu'elle se serait refait une petite beauté devant un miroir et qu'elle aurait rafraîchi son rouge à lèvres. Mais elle n'en a pas le temps. Bonjour, s'exclame-t-elle en tendant la main. Je suis ravie de vous rencontrer. Enzo, c'est ça. Il lui serre la main avec un large sourire qui plisse les commissures de ses yeux. Oui, je suis Enzo, et vous, Suzette? Elle glousse et hoche la tête avec empressement. Sa réaction est un poil exagérée, mais à sa décharge, il faut avouer qu'Enzo use de son charme. Mon mari vit dans ce pays depuis 25 ans, et lorsque nous discutons à table, son accent est relativement léger. Quand il essaye de jouer de son charme, en revanche, il l'exagère de telle sorte qu'on a l'impression qu'il vient tout juste de descendre du bateau, ou comme il le dirait, de descendre du bateau. Vous allez adorer cet endroit, nous assure Suzette. C'est une petite impasse tout à fait tranquille. Nous l'aimons déjà, je répète. Et votre maison est toute mignonne, ajoute-t-elle. Autre façon créative de souligner que notre logis est nettement plus petit que le sien. Elle sera parfaite pour vos enfants et vous, surtout avec un autre petit en route. Tout en parlant, elle pose un regard insistant sur mon ventre qui ne contient absolument pas de petit en route. Ça fait 9 ans qu'il n'y a pas eu de petit là-dedans. Le pire, c'est qu'Enzo tourne la tête pour me regarder et une fraction de seconde, une lueur d'excitation illumine son visage, alors même qu'il sait très bien que j'ai eu les trompes ligaturées pendant ma césarienne en urgence lors de l'accouchement de Nico. Je baisse à mon tour les yeux sur mon ventre et je remarque effectivement le malencontreux renflement de mon t-shirt. Alors je meurs un peu à l'intérieur. Je ne suis pas enceinte, dis-je, à la fois pour le bénéfice de Suzette et apparemment de mon mari. La voisine se plaque une main sur ses lèvres rouges vifs. Oh là là, je suis vraiment désolée. J'ai supposé... C'est bon, je la coupe avant qu'elle n'empire encore la situation. Honnêtement, j'aime beaucoup mon corps. Quand j'avais la vingtaine, j'étais toute menue, mais j'ai enfin des courbes féminines. À montrer maintenant. Et j'ose dire que mon mari semble les apprécier aussi. Cela dit, ce t-shirt va partir tout droit à la poubelle. Enzo passe un bras autour de mes épaules sans avoir pris conscience de l'insulte que vient de m'infliger Suzette. Nous avons 2 enfants, un fils Nico et une fille Ada, annonce-t-il. Il est on ne peut plus fier de nos 2 enfants. C'est un père formidable. Il en aurait voulu 5 autres si je n'avais pas failli mourir en donnant naissance à notre fils. Nous aurions adoré adopter ou devenir famille d'accueil, mais avec mes antécédents, ce n'était même pas la peine de l'envisager. Avez-vous des enfants, Suzette? Je demande. Elle secoue la tête, l'air horrifié. Certainement pas. Je ne suis pas du genre maternel. Il n'y a que mon mari Jonathan et moi. Nous sommes un couple heureux sans enfants. Certainement. Parfait. Elle a son propre mari. Elle peut rester loin du mien.
Mais il y a un petit garçon dans la maison en face de la vôtre, reprend-elle. Il est en CE2. Nico est aussi en CE2, s'enthousiasme Enzo. On pourrait peut-être les présenter. Lorsque nous avons déménagé, nous avons dû retirer les enfants de l'école en plein milieu de l'année. Croyez-moi, la dernière chose dont a envie un parent, c'est de retirer de leur classe 2 enfants au milieu du mois de mars. J'étais rongée par la culpabilité, mais faute d'avoir les moyens de payer l'emprunt et le loyer jusqu'à la fin de l'année scolaire, nous n'avons pas eu le choix. Nico, extraverti comme son père, n'a pas semblé gêné du tout. Pour cet enfant, une classe remplie de nouveaux camarades à impressionner avec ses pitreries, c'est une chouette aventure. Ada a pris la nouvelle avec calme, mais plus tard je l'ai trouvé en train de pleurer dans sa chambre à l'idée de devoir quitter ses 2 meilleurs amis. J'espère que d'ici l'automne, ils seront tous les deux bien intégrés et que le traumatisme d'un déménagement en milieu d'année scolaire ne sera plus qu'un lointain souvenir. Vous pouvez essayer d'aller vous présenter Festus